Le 10 septembre 2025, à exactement 9h12, le calme matinal du bureau ministériel fut rompu par le vrombissement discret d'un téléphone. Sébastien Lecornu, à peine installé dans le fauteuil de Matignon depuis 24 heures, vit s'afficher sur son écran une notification de l'AFP qui claqua comme un coup de tonnerre. Mélenchon dégaine une motion de censure dès l'ouverture du Parlement. À peine un jour au pouvoir et déjà une déclaration de guerre. Le café fumant que Lecornu tenait se retrouva posé avec une précision mécanique sur la soucoupe en porcelaine, tandis que ses doigts se raidirent autour de la tasse, trahissant une tension sourde. Paris, encore engourdi sous la brume de septembre, ignorait totalement qu'une secousse politique était sur le point d'éclater. Et toi, lecteur, tu ne peux pas imaginer ce qui va suivre. À cet instant, personne ne devinait l'onde de choc à venir. Ni les collaborateurs de Lecornu, arrivant en urgence à Matignon, ni les éditorialistes convaincus d'assister à un baroud d'honneur sans lendemain, et surtout pas Mélenchon lui-même, qui peaufinait dans son bureau ses manœuvres comme un général sûr de sa victoire. Ce que le nouveau premier ministre allait prononcer dans quelques heures allait tout renverser. Un seul énoncé, 7 mots tranchants comme une lame. Et l'histoire allait s'en souvenir. Avant d'en arriver à ce fameux 10 septembre, il faut rembobiner la cassette de quelques heures. Pour comprendre la déflagration politique qui s'annonce, il faut revenir à l'explosion initiale. Tout a basculé dans la soirée du 8 septembre. Ce soir-là, un coup de massue s'abattait sur la République. François Bayrou, figure centriste et éternel équilibriste, venait de se faire balayer par un vote de confiance humiliant à l'Assemblée. Un échec cinglant. 364 députés, tous bords confondus, de l'ultra-gauche aux conservateurs les plus durs, lui avaient tourné le dos. 3 gouvernements renversés en moins de 100 jours. Même les manuels de droit constitutionnel n'avaient prévu un tel scénario. L'État vacillait. Les marchés s'emballaient, Moody's aiguisait déjà sa plume pour sabrer la note de la France. Dehors, les syndicats s'échauffaient, prêts à bloquer le pays. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, cloîtré dans les dorures de l'Élysée, consultait, cogitait, s'isolait. Il lui fallait un joker, un profil capable d'endosser l'armure en pleine tempête. Son choix, Sébastien Lecornu. 39 ans, ex-ministre des Armées, stratège respecté, passé maître dans l'art de survivre au terrain miné de la politique. Un homme caméléon, à l'aise aussi bien dans les salons des industriels que dans les bivouacs militaires. Le 9 septembre à 20h, son nom est lâché. C'est officiel, Macron a trouvé son nouveau soldat. La nomination à peine officialisée, la classe politique dégaina sans attendre. Sur les réseaux, Marine Le Pen se moqua d'un énième paratonnerre sacrifié pour protéger Macron. À droite, Bruno Rayot somma le nouveau pouvoir de rompre franchement avec la ligne précédente. Au Parti socialiste, Olivier Faure dénonça une simple reconduction du macronisme jugée inacceptable. Mais celui qui frappa le premier et le plus fort, ce fut Jean-Luc Mélenchon. Le soir même, à 22h30, il lâcha une charge incendiaire sur son blog baptisé « Le déni ». Sur plusieurs milliers de mots, le chef de file insoumis s'appliqua à démonter, pièce par pièce, la légitimité de Lecornu. Il rappela que le nouveau Front populaire était sorti en tête des législatives de juillet, accusa l'Élysée de piétiner l'esprit des institutions en imposant un chef de gouvernement sans majorité et surtout dévoila son plan d'attaque. Dès l'ouverture des travaux parlementaires, annonça-t-il, une censure serait déposée sans détour. Selon lui, Lecornu tomberait par l'article 49, pendant que Macron, ironisa-t-il, ferait le tour du texte constitutionnel avant de comprendre qu'il devait quitter la scène. Cette prise de parole de Mélenchon fit l'effet d'un courant haute tension dans les veines de la gauche. À peine ces mots publiés que Mathilde Panot s'empressa de propager l'appel sur tous les réseaux. Manuel Bompard, quant à lui, enchaîna les plateaux TV dès l'aube, répétant comme un mantra « Censure immédiate, sans dialogue, zéro concession ». Mais le coup de Mélenchon allait bien plus loin qu'une simple annonce. En réalité, il avait tendu un piège stratégique d'une redoutable précision. Il avait publiquement sommé les socialistes, les écolos et les communistes d'arrêter leur théâtre et de passer enfin à l'acte.
L'intention était limpide. Créer une union forcée à gauche et contraindre même les plus réticents à choisir leur camp. Car si tous les partis de gauche faisaient bloc et que le Rassemblement national votait avec eux, comme lors de la chute de Bayrou, le gouvernement Lecornu pouvait être balayé dès la première passe. Les chiffres étaient froids mais parlants. LFI 74, PS 66, Écolo 13, PCF 11, RN 123, soit 287 voix. Il n'en manquait que 2 pour faire chuter l'exécutif. C'était serré, mais jouable, probable même. À une condition, que Lecornu ne trouve pas le levier pour fissurer cette alliance fragile et empêcher ce château de cartes de s'effondrer sur lui. Matin du 10 septembre. À Matignon, Sébastien Lecornu avale la dernière gorgée de son café comme on m'encaisse un uppercut. Pas une seconde de pause, il appelle aussitôt son cercle rapproché. Marc Vallière, le vieux routier de la diplomatie à ses côtés depuis des années, est le premier à franchir la porte. Bientôt, la grande table en acajou se remplit. Adrien Facan, le directeur de cabinet au regard fatigué, Philippe Gustin, le conseiller spécial au front soucieux, et quelques autres figures familières à l'air épuisé. Aucun d'eux n'avait vu une vraie nuit depuis 2 jours. Vallière lance la réunion sans même un bonjour. Il pose son iPad sur la table, les gros titres défilent à l'écran comme autant de coups de massue. Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a monopolisé l'espace médiatique. La presse ne parle que de sa motion. Ce matin, France Inter a publié un sondage. 62% des Français pensent que vous n'irez pas au-delà de 15 jours. Lecornu reste figé. Il se lève, lentement, se dirige vers la fenêtre, main jointe dans le dos. Aucun mot. Juste un silence dense, presque pesant. On aurait entendu une mouche voler. Facan, visiblement mal à l'aise, tente une percée. Nous avons élaboré plusieurs pistes. Première option, ignorer totalement Mélenchon. Rester au-dessus d'Amélie. Pendant ce temps, on négocie avec les socialistes et les républicains pour bâtir une majorité temporaire. Mais Lecornu, toujours dos à la salle, secoue la tête avec lenteur. Refus sans appel. Gustin prit la parole, enchaînant aussitôt après le refus tacite de Lecornu. Deuxième piste, attaquer. Dénoncer le jusqu'au-boutisme de LFI. Montrer que leur obsession de la censure met le pays au bord du gouffre. Et surtout, faire appel à la responsabilité des autres forces politiques. Lecornu se retourna lentement. Son regard glacé transperça Gustin. « Justement ce qu'il espère, murmura-t-il. Il rêve d'un affrontement direct. Il veut que je rentre dans la mêlée, que je perde mon sang-froid, que je m'enlise dans des tractations. Il attend que je prouve que j'ai peur. » Vallière plissa les yeux, intrigué. « Et donc, votre plan ?» Un sourire discret se dessina sur le visage du premier ministre. Pas un sourire de satisfaction, mais celui d'un homme qui vient de repérer la faille dans le piège. Je vais faire exactement l'opposé de ce qu'il imagine. Pas d'esquive, pas d'attaque, pas de marchandage. Je vais le prendre de front. Mais à ma manière, en public, et en 7 mots, pas un de plus. Un silence absolu tomba. On aurait entendu le clic d'une montre. Une phrase? Monsieur le Premier ministre, enfin... Mélenchon vient de livrer un pavé de 3000 mots. Il a monopolisé les plateaux, embrasé la gauche. Vous pensez répondre à ça avec une ligne? Lecornu l'interrompit, doucement mais avec autorité. Justement, parce que personne ne verra venir ça. Mélenchon a bâti tout un château de mots, thèses, formules, indignations soigneusement pesées. Il espère que je monterai sur le ring, que je répondrai à chaque provocation, que je me laisserai piéger dans un duel d'arguments. Mais moi, je vais faire sauter les plombs, avec une clarté désarmante. Vallière, qui lisait son patron comme un livre ouvert, hocha lentement la tête. « Vous allez lui couper l'herbe sous le pied? L'empêcher d'avoir le face-à-face qu'il convoite? » « C'est exactement ça, » confirma Lecornu en se réinstallant calmement dans son fauteuil. Il veut que je joue sur son terrain, l'arène du verbe. Mais je vais lui prouver qu'on peut pulvériser un roman en une seule ligne. 3000 mots.
7 pour y répondre. C'est suffisant. Gustin, fasciné, ouvrit son carnet et leva les yeux. « Et ces 7 mots, ce seront lesquels, Monsieur le Premier ministre? » Le cornu inspira longuement. Ce qu'il allait dire allait peser plus lourd qu'un programme entier. Une seule phrase, un seul tir, sans filet. Voici ma réponse, mot pour mot. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Ces 2 mots tombèrent comme un coup près, et le silence qui s'ensuivit fut presque violent. Fakan entr'ouvrit la bouche, hésita, puis la referma, visiblement sonné. Il tenta à nouveau. « C'est vraiment tout? » « Rien de plus, » confirma le cornu d'un ton d'une sérénité presque dérangeante. 7 mots. Aucun plaidoyer, aucune justification, pas l'ombre d'une riposte. Juste une injonction nette, sèche, impossible à décoder autrement que comme un acte de bravoure ou un excès d'orgueil. Vallière, lui, avait tout de suite perçu l'élégance de cette manœuvre. En gros, vous le poussez à sortir du bois, vous retournez sa mise en scène contre lui. Si sa motion est rejetée, il passe pour un fanfaron. S'il recule, il perd toute autorité. Et quoi qu'il fasse, vous restez inattaquable. Précisément, acquiesça le cornu. Il s'attend à ce que je cherche à temporiser, à négocier ou à éviter la confrontation. Moi, je le somme d'agir, là, maintenant. Je vide sa menace de toute sa charge symbolique. Son grand coup devient une formalité administrative. Un conseiller intervint inquiet. « Mais, et s'il fonce vraiment? Si la gauche s'unit? Si le RN suit? Et si la motion passe? » Le cornu se pencha lentement vers la table, planta ses yeux dans ceux de chaque membre de son équipe. « Dans ce cas, je tombe, mais pas en fuyant. Je tomberai droit face à mes adversaires, sans avoir lâché le moindre terrain. Et croyez-moi, ce genre de chute marque davantage l'histoire qu'un petit duel de seconde zone dans un couloir de gare italienne. » À 11h tapantes, la décision fut scellée. Le cornu, sans prévenir, convoqua une conférence de presse dans la cour intérieure de Matignon. Pris au dépourvu, les journalistes se ruèrent sur place, certains courant littéralement depuis leur taxi, d'autres encore à peine sortis du lit médiatique. Le Premier ministre apparut alors sur les marches, seul, sans discours rédigé, sans pupitre, sans entourage. Rien que lui, face à une meute de caméras, une 50aine d'objectifs braqués comme des fusils sur sa silhouette droite. Le soleil de septembre faisait miroiter les pavés encore mouillés, et les chaînes d'infos, flairant le moment, coupèrent leur programme en urgence. BFM, CNews, LCI, tous passèrent en direct. Pendant ce temps, dans un bureau feutré du 10e arrondissement, Mélenchon leva les yeux de son clavier. Il écrivait un nouveau billet de blog, attaque en règle numéro 2. Un assistant entra brusquement. « Conférence de presse de Le Cornu, en direct, tout de suite. » Mélenchon esquissa un petit rictus. Évidemment. Comme tous les autres, Le Cornu allait répondre. Ils répondent toujours. Sans doute pour fustiger LFI, parler de responsabilité, suggérer un dialogue national, balancer 2 ou 3 gestes d'apaisement. Du classique. Le chef de file de la France Insoumise alluma son écran plat, s'enfonça dans son fauteuil en cuir avec la posture de celui qui s'apprête à savourer une démonstration de pouvoir, sauf que, cette fois, le spectacle allait lui échapper. Devant l'entrée de Matignon, le cornu resta immobile, attendant que le tumulte s'éteigne. Aucun sourire sur ses lèvres, ni tension, ni suffisance. Juste une sérénité glaciale, presque troublante, qui tranchait net avec le vacarme médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter, incapable de contenir l'impatience ambiante, lança à voix haute. « Monsieur le Premier ministre, une réaction à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon ?» Le cornu leva calmement les yeux, fixa le journaliste, puis balaya lentement l'assemblée de caméras braquées sur lui. Et alors, il parla. Une seule fois, une phrase, la phrase. Celle qui allait faire le tour des chaînes, se glisser dans les éditos, entrer dans les manuels de communication politique. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Pas un mot de plus. » Il tourna les talons, retourna à l'intérieur sans répondre à la moindre question,
laissant la foule figée dans l'incrédulité. 7 mots, 10 secondes et le monde politique suspendu. Dans les studios de BFM TV, le présentateur resta muet, déconcerté, 3 longues secondes avant de lâcher abasourdi. Eh bien, c'était inattendu. Sur France Info, la journaliste Anne Rosencher bondit presque de sa chaise. « C'est inédit. Il ne répond pas, il ne négocie pas, il le défie. C'est du jamais vu. » L'explosion fut instantanée. Les réseaux sociaux s'embrasèrent comme une traînée de poudre. En moins de 5 minutes, le hashtag Allez-y trônait en tête des tendances Twitter. Les commentaires fusaient par dizaines de milliers. Le Cornu vient de livrer une masterclass de communication politique, lâcha un éditorialiste du Monde. 7 mots pour atomiser les 3000 de Mélenchon, ajouta un journaliste du Figaro. Mais au-delà des retweets en rafale et des punchlines bien sentis, il y avait une réaction que tout le monde guettait, celle de l'homme visé. Dans son bureau parisien, Jean-Luc Mélenchon ne disait rien. Les yeux rivés à l'écran plat, il observait l'instant se figer. Son visage était fermé, mais ce n'était ni de la rage ni de la stupéfaction. Quelque chose de plus subtil l'habitait. Un éclair de lucidité. Comme si, malgré lui, il reconnaissait la beauté brutale du coup qui venait de tomber. Une assistante, hésitante, brisa le silence. « Monsieur Mélenchon, vous souhaitez répondre? Les chaînes vous attendent. » Il ne bougea pas. Pas encore. Il avait compris. Tout compris. Le Cornu n'avait pas simplement retourné la situation. Il avait retourné les projecteurs. L'attaque s'était changée en défi, la stratégie en duel à ciel ouvert, et le centre de gravité médiatique venait de basculer. Désormais, c'est lui, Mélenchon, qui était relégué à l'arrière-plan de sa propre pièce. Ce qui, la veille, était encore l'offensive Mélenchon, était désormais relégué au second plan. Toute l'attention médiatique s'était recentrée sur l'étrange contre-attaque du Cornu. L'insoumis en chef venait d'être pris à son propre piège. Le terrain du buzz, qu'il maîtrisait jadis, venait de lui échapper. Mélenchon finit par se lever, le regard tendu, et lança à son équipe d'un ton qui se voulait ferme. « Conférence de presse à 15 heures. Il va comprendre qu'on ne défie pas Jean-Luc Mélenchon sans conséquence. » Mais dans cette phrase bravache, ses proches perçurent un ton inhabituel. Une infime faille dans son aplomb légendaire. 15 heures. Salle comble à la Maison de l'Amérique latine, quartier général des Insoumis. Mélenchon entre, script à la main, prêt à dérouler son discours. Mais à peine a-t-il mis un pied sur l'estrade que les questions le percutent de plein fouet. « Allez-vous vraiment déposer la motion comme le premier ministre vous y invite? Ce n'est pas lui désormais qui mène le tempo? 7 mots contre 3000. La guerre des mots ne tourne-t-elle pas en sa faveur? » Mélenchon lève les bras pour imposer le silence. Le visage fermé, le ton ferme. « Évidemment que nous allons déposer la motion. Nous l'avons annoncé et nous irons jusqu'au bout. » Les petites phrases de M. Le Cornu ne nous impressionnent pas. Mais malgré ces mots tranchés, une dissonance flottait dans l'air. Et les journalistes, fins renifleurs d'hésitation, la captèrent instantanément. Pendant 10 minutes, Mélenchon déroula son discours comme à son habitude. Dérive démocratique, mépris du suffrage universel, nécessité de balayer le macronisme. Le décor était planté, les éléments de langage bien en place. Mais dans la salle, les journalistes n'avaient qu'une obsession, la riposte du Cornu. Un reporter du Parisien insista, sourire en coin. « Mais justement, Monsieur Mélenchon, le Cornu ne se cache pas. Il vous attend, vous provoque. N'est-ce pas là exactement ce que vous appeliez de vos vœux? » Et là, le masque tomba. Mélenchon perdit le contrôle, laissant éclater sa frustration. « Ce que je veux, moi, c'est qu'on en finisse avec le macronisme une bonne fois pour toutes. Je veux que la voix du peuple soit enfin respectée. Que le Cornu gesticule autant qu'il veut, nous le ferons tomber. » L'éclat de colère tourna en boucle sur les chaînes d'infos. Une nouvelle fois, le Cornu l'emportait.
car pendant que l'un s'emportait, l'autre gardait un calme glacial. Et sur le terrain invisible de la psychologie politique, la bascule était nette. Mais tout cela n'était que l'échauffement. Dans les coulisses, le Cornu déployait une stratégie en double face. Officiellement, il maintenait son ton tranquille et défiant. J'attends la motion. Lorsqu'elle arrivera, chacun montrera s'il est prêt à assumer ses convictions. Officieusement, il menait une véritable opération de charme. Il multipliait les discussions confidentielles avec les socialistes, les écolos, même certains LR hésitants. Son argument? Clair, net, sans détour. Mélenchon veut le chaos. Moi, je veux 3 mois pour gouverner différemment. Rien de plus. Le 15 septembre, dans un appartement discret du 7e arrondissement, il rencontra Olivier Faure et Boris Vallaud, les 2 figures du PS. 4 heures de discussion tendue. Faure posa les lignes rouges. Pas de 49,3, des gestes sur le budget, une suspension de la réforme des retraites et un effort fiscal sur les patrimoines les plus élevés. Le Cornu, fidèle à son style, répondit sans détour. « Je vais pas vous mentir. Supprimer la réforme des retraites est hors de portée. Macron ne l'accepterait pas, et vous le savez. Mais je peux en geler l'application 6 mois, le temps de discuter sérieusement. Je peux instaurer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Ce ne sera pas l'ISF, mais ça y ressemblera. Et je vous garantis une chose, pas de 49,3. » Faure et Vallaud échangèrent un regard. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était du concret. De quoi justifier une abstention et éviter un vote frontal. « Et si Mélenchon va au bout quand même ?» demanda Faure. Le Cornu eut un sourire tranquille. « C'est là que mon plan prend tout son sens. Si vous vous abstenez et que sa motion échoue, il ne s'en relèvera pas. S'il renonce après avoir claironné qu'il allait frapper, il perd toute crédibilité. Et s'il y va et se casse les dents, même résultat. Dans les 2 scénarios, c'est moi qui rafle la mise, simplement parce que je l'ai poussé à agir sous les projecteurs. » Olivier Faure, jusque-là impassible, hocha lentement la tête. Il saisissait enfin pourquoi Macron avait misé sur le Cornu. Ce type-là n'était pas juste un technocrate efficace, c'était un tacticien redoutable, capable de jouer plusieurs coups d'avance. Pendant ce temps, du côté de la France insoumise, l'ambiance s'échauffait. Le camp était divisé. Mathilde Panot plaidait pour l'offensive immédiate. On l'a annoncé, on doit aller au bout, question d'honneur. Mais Manuel Bompard, plus terre à terre, mettait les pieds dans le plat. Et si les socialistes nous plantent en s'abstenant? La motion échoue et on passe pour des amateurs en plein sketch parlementaire. Quant à Mélenchon, étrangement silencieux, il ne disait presque rien. Il savait que la tenaille se refermait. Le problème, il n'avait encore trouvé aucun moyen d'en sortir sans y laisser son image. 20 septembre. Devant une assemblée bondée et surchauffée, le Cornu dégaina une nouvelle cartouche dans son discours de politique générale. Et cette fois, ce fut une frappe chirurgicale. On m'avait promis une motion de censure il y a 10 jours. Toujours rien. Peut-être que manier les grandes phrases est plus aisé que d'assumer le poids du courage politique. Explosion immédiate dans l'hémicycle. Les ministres éclatèrent de rire, certains députés hurlèrent et dans les tribunes, Jean-Luc Mélenchon vira au cramoisi. Le Cornu venait, en public, d'inverser magistralement la charge. Le lâche, ce n'était plus lui. Le lendemain, la France insoumise déposa enfin la fameuse motion. Trop tard. Le tempo avait changé. Ce qui devait être un coup de force spectaculaire ressemblait désormais à une réponse précipitée, presque défensive. Les socialistes annoncèrent qu'ils s'abstiendraient. Les écologistes emboîtèrent le pas. Dans les couloirs, même certains députés insoumis murmuraient leurs doutes. Le 25 septembre, l'Assemblée se réunit pour débattre. Mélenchon monta à la tribune. Il livra une plaidoirie enflammée de 40 minutes, brillante, offensive, calibrée pour sa base. Mais quand le Cornu prit la parole, il ne lui fallut qu'un souffle. « Monsieur Mélenchon a occupé 40 minutes. Je ferai plus court. Si vous voulez me renverser, votez. Moi, j'assumerai. Mais assez parlé. Il est temps d'agir. » Silence. Glaçant. Et puis vint le vote. Verdict?
un fiasco. Seulement 203 voix pour la censure. Il en manquait 86. Le Cornu resta en place. Dans la presse, le message était limpide. Le Monde titra « Le Cornu piège Mélenchon à son propre jeu ». Libération nota admiratif « Parfois, 7 mots suffisent ». Même chez les Insoumis, la ligne de fracture devenait visible. Sur France Inter, Bompard dut lâcher. On a peut-être pris le Cornu un peu trop à la légère. Ce soir-là, dans la pénombre feutrée du bureau de Matignon, Sébastien Lecornu fixait l'écran avec ses collaborateurs. Les chiffres venaient de tomber. Vallière leva sa coupe de champagne, un sourire discret aux lèvres. « Monsieur le Premier ministre, vous l'aviez anticipé. Il n'aura suffi que de 7 mots. » Mais Lecornu n'afficha ni euphorie ni vanité. Son regard restait concentré, presque grave. Ce n'est qu'un round, une escarmouche. Mélenchon a raté son coup, mais il n'est pas homme à trébucher 2 fois au même endroit. La prochaine fois, il reviendra avec un plan solide. Et il avait raison de se méfier. Non loin de là, dans son bureau du 2e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était pas en train de ruminer sa défaite. Il méditait. Silencieux, il réévaluait les règles du jeu. Ce Lecornu-là n'était ni un technicien tiède comme Barnier, ni un centriste hésitant à la Bayrou. C'était un stratège froid, un joueur d'échecs habile, qui avançait ses pièces plusieurs coups à l'avance. Les semaines suivantes confirmèrent le basculement. Lecornu réussit à faire voter son budget sans activer le fameux 49.3. Grâce à un savant dosage de concessions sociales, notamment la fameuse taxe sur les hauts patrimoines, il obtint l'abstention du PS, et même quelques compliments gênés émanant de la gauche modérée. Mais surtout, il ne dévia pas d'1 centimètre de sa méthode. Paroles directes, pas de manœuvres verbales inutiles, et un calme qui, lentement mais sûrement, redessinait les règles du débat politique. À chaque pic lancé par Mélenchon, le Cornu dégainait une formule brève mais chirurgicale. Quand LFI s'attaqua à sa politique de défense, il répondit sans hausser le ton « Faites mieux, je vous écoute ». Quand Mélenchon l'accusa de gouverner pour les plus fortunés, il répliqua sèchement « Montrez-moi les chiffres, j'attends ». À chaque provocation, il renvoya la balle avec calme, obligeant ses opposants à quitter le confort de l'indignation verbale pour entrer dans le dur de la preuve. Et, invariablement, Mélenchon se retrouvait piégé par sa propre logique. 6 mois plus tard, en mars 2026, un journaliste du Monde demanda à Lecornu quel avait été, selon lui, l'instant clé de ses débuts à Matignon. Il n'hésita pas une seconde. « Le jour où j'ai choisi 7 mots au lieu de 7 pages. C'est là que j'ai compris. En politique, ce ne sont pas les discours fleuves qui marquent les esprits, mais les vérités lapidaires. » La même question fut posée à Mélenchon quelques jours après. Il esquissa un sourire entre ironie et regret. Ce jour-là, le Cornu m'a cloué le bec. Il m'a appris qu'en politique, une phrase bien placée peut faire plus de bruit que 1000 slogans. Ai-je retenu la leçon? Vous verrez bien. Aujourd'hui encore, dans les amphithéâtres de Sciences Po, comme dans les couloirs feutrés de l'ENA, cet instant est disséqué comme un modèle d'art politique contemporain. Les étudiants décortiquent comment le Cornu a retourné une menace frontale en démonstration de force tranquille. Comment il a étouffé la tempête verbale de Mélenchon par une phrase tranchante comme un rasoir. Et surtout, comment il a repris les rênes du récit, non pas en esquivant l'affrontement, mais en l'invitant. Certains commentateurs le rapprochent du célèbre « Moi président » lancé par Hollande en 2012 face à Sarkozy. D'autres y perçoivent une résonance gaullienne, le fameux « Je vous ai compris » prononcé à Alger, preuve que parfois, une phrase peut peser plus qu'un discours entier. Mais au-delà du coup de maître en communication, cet épisode dévoila quelque chose de plus rare encore. La nature profonde de Sébastien Lecornu. Car ce que l'on vit ce jour-là, c'était plus qu'un moment politique. C'était un manifeste. Dans un monde saturé de mots creux, d'arguties technocratiques et de promesses emballées dans du jargon, Lecornu fit le pari risqué de la clarté. Il osa la parole nue, sans filtre, sans détour. Le 10 septembre 2025, quand il lança ses 7 mots à Mélenchon, il ne signait pas seulement un exploit médiatique.
il traçait une ligne. Il imposait une grammaire du pouvoir nouvelle, celle de la simplicité assumée qui allait façonner, jour après jour, son passage à Matignon. Mais attendez, il y a un détail que vous ignorez encore sur cette fameuse journée. Une pièce manquante du puzzle, révélée bien plus tard, discrètement, dans une confidence glissée hors micro à un journaliste du Canard enchaîné. Et ce détail-là rebat toutes les cartes. Parce que non, au matin du 10 septembre, lorsqu'il convoqua en urgence son état-major après la déclaration de Mélenchon, Sébastien Lecornu n'avait pas encore en tête sa célèbre riposte en 7 mots. Loin de là. Ce matin-là, pendant près de 2 heures, ses conseillers planchèrent sur 3 discours, chacun long de plusieurs pages. Le premier, prudent et méthodique, décortiquait patiemment pourquoi la motion de censure était injuste et infondée. Le deuxième, frontal et musclé, entrait dans le ring pour cogner la stratégie de LFI. Le troisième, plus rond, tendait la main à toutes les forces politiques pour appeler à l'unité nationale. Lecornu prit le temps de lire les 3, lentement, en silence. Puis, il les reposa calmement sur la table, fixa son équipe et lâcha « C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est très politique. Et c'est précisément pour cela que ça va échouer. Parce que sur ce terrain-là, Mélenchon nous explose. C'est un gladiateur du verbe depuis 3 décennies. Si je joue sur ces règles, je suis déjà battu. » Et c'est là, précisément à cet instant de flottement, que Philippe Dustine, son conseiller spécial, souffla l'idée qui allait faire basculer toute la scène politique. Dustine, lui, ne venait pas des arcanes du pouvoir. Son terrain de jeu, c'était le business, pas les hémicycles. Ancien DIRCOM dans un grand groupe du CAC 40, il avait rejoint Lecornu sans illusion, mais avec un œil neuf. Il leva timidement la main, presque comme un élève en salle de classe. « Monsieur le Premier ministre, je peux vous partager une histoire? » Lecornu, curieux, hocha la tête. Augustine se lança. « Du temps où je bossais chez Renault, un concurrent avait lancé une attaque publique très virulente. Notre PDG, Carlos Ghosn, était furax. Il voulait répondre avec un pavé de 10 pages pour tout démonter point par point. Mais notre directeur de la com l'a calmé net avec une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Président, si quelqu'un vous provoque, le pire réflexe, c'est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur. Le meilleur, c'est de répondre simplement « Très bien, on y va. » Le silence fut total. Lecornu ne dit rien pendant quelques secondes. Puis ses lèvres esquissèrent un demi-sourire. Il murmura « Très bien, on y va. » Un déclic venait de se produire. Pas besoin d'argumentaire, pas besoin de joute, juste accepter, front contre front. Et c'est ainsi que naquit la fameuse réplique en 7 mots. Pas le fruit d'un plan stratégique brillant, mais l'éclair d'intuition déclenché par un souvenir d'entreprise. Les 20 minutes suivantes furent consacrées à ciseler chaque mot. Il testa plusieurs variantes. « Allez-y, Monsieur Mélenchon, déposez votre motion. » Trop bavard. « Je vous attends. » Trop hautain. Il cherchait l'équilibre parfait, l'épure absolue. « Faites-le. » Trop abrupt, trop agressif. Non, ce n'était pas encore ça. Et puis, au bout de plusieurs essais, la formule idéale se dessina. Équilibrée, ciselée au scalpel. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. » Tout y était. Le « Monsieur Mélenchon » pour la courtoisie protocolaire, le « allez-y » pour l'élan direct, le « déposez votre motion » pour l'aspect institutionnel, et ce « j'attends » suspendu comme un gant jeté au sol, à la fois calme, sec, implacable. 7 mots qui combinaient élégance, autorité, fermeté et une pointe de défi. Mais ce qu'on découvrit bien plus tard, grâce à une confidence de Vallière, changea complètement la lecture de cette scène. Lecornu, à cet instant précis, n'avait aucune certitude. Juste avant de sortir dans la cour de Matignon pour livrer sa déclaration devant une armée de micros, il se tourna vers son équipe et souffla « Si ça tourne mal, si Mélenchon me retourne cette phrase comme un boomerang, j'en prends l'entière responsabilité. Ne dites jamais que cette idée vient de vous. »
Ce n'était pas un plan à l'épreuve des balles. C'était un coup de dé. Un saut dans le vide politique. Un all-in de poker sous les projecteurs. Le cornu jetait son tout nouveau crédit politique sur la table. Pour une phrase. Une simple phrase. Et il n'avait aucune idée si elle ferait mouche ou s'il allait s'y brûler les ailes. Lorsqu'il regagna l'intérieur après sa déclaration fulgurante, le cornu ne dit pas un mot. Il fila droit dans son bureau, referma la porte derrière lui et s'enferma seul pendant un quart d'heure. Vallière, posté juste de l'autre côté, l'entendit faire les 100 pas, le rythme nerveux de ses semelles résonnant sur le parquet. Le silence était tendu. Le premier ministre attendait, attentif, suspendu aux premiers échos. Puis son assistant entra, les bras chargés de notifications. Les premiers tweets, les alertes des sites d'actu, les remarques à chaud des éditorialistes. Le cornu les parcourut les yeux brûlants, comme s'il cherchait un verdict sans appel. Et ce verdict tomba. Dans un tweet sec, lapidaire, signé d'un journaliste politique de renom. Le cornu vient de livrer un cours magistral de communication politique. Ce fut à ce moment précis qu'il se permit enfin de souffler. Pari tenu. Coup réussi. Mais le plus fascinant n'est pas là. Le vrai bouleversement, il se produisit dans les jours qui suivirent. Du côté de la France insoumise. À huis clos, au sein de réunions internes dont des bribes finirent par filtrer dans la presse, plusieurs députés confessèrent ce que personne n'osait dire devant caméra. Le cornu les avait bluffés. L'un d'entre eux, resté anonyme, lâcha une phrase qui résonna comme un aveu d'époque. On s'est fait battre par un mec qui a pigé que de nos jours, TikTok pèse plus lourd que l'humanité. 7 mots, c'est un tweet. 3000, c'est du vent. Personne lit ça. Cynique? Peut-être. Lucide? Totalement. Le cornu avait intuitivement saisi ce que les vétérans du verbe, comme Mélenchon, avaient encore du mal à avaler. L'époque des discours fleuves, des envolées de 30 minutes était enterrée. À l'ère de la dopamine numérique, des vidéos de 20 secondes et des notifications incessantes, celui qui maîtrise la concision règne sur la narration. Mélenchon, lui, n'était pas homme à se laisser ridiculiser sans réagir. Blessé dans son orgueil, il observa, digéra, puis réagit. Les mois suivants, son style évolua. Ses tweets se raccourcirent, gagnant en punch. Ses passages à la télé devinrent plus nerveux, plus efficaces. Le vieux tribun s'adaptait à la jungle digitale. Et puis, en avril 2026, lors d'un débat houleux à l'Assemblée sur l'assurance chômage, il tenta le renversement, rendre à le cornu la monnaie de sa pièce. Quand le premier ministre présenta sa réforme, Mélenchon se leva, regard fixe, voix posée, et lança. « Monsieur le premier ministre, ce plan est injuste. Retirez-le. Nous attendons. » Une phrase courte, un ton posé, un défi lancé. Il tentait de retourner l'arme du cornu contre lui. Mais cette fois, la magie n'opéra pas. L'imitation ne portait pas la même flamme. Le public sentit la manœuvre. Ce n'était pas une réplique cinglante née d'une intuition, mais un exercice de style. Pourquoi les 7 mots de Le Cornu ont-ils autant frappé les esprits? Ce n'est pas simplement parce qu'ils étaient courts, non. C'est parce qu'ils sont arrivés pile au bon moment, portés par la bonne personne. Le Cornu, c'était l'invité surprise de la scène politique, le rookie qu'on ne voyait pas venir. Et justement, ce ton sec, épuré, inattendu a déstabilisé tout le monde. Mélenchon, lui, était un habitué de l'arène. Quand il a tenté de reprendre la même arme, l'effet est tombé à plat. Ce n'était plus de l'audace, c'était du mimétisme. Et les analystes ne s'y sont pas trompés. Un journaliste du Figaro a eu cette formule assassine « Voir Mélenchon faire du Le Cornu, c'est comme imaginer Pavarotti en train de rapper ». Bref, la copie ne remplace jamais l'original. Mais derrière cette bataille de style se cachait un impact bien plus stratégique. En un seul coup, Le Cornu s'était imposé comme un chef de gouvernement inébranlable, impossible à faire vaciller par l'intimidation. Et ça a tout changé. Même au Rassemblement national, on a commencé à revoir les plans.
D'après certains proches, Marine Le Pen elle-même aurait lâché, ni blasée, mi-admirative, « Ce mec-là, c'est pas un fusible, il a du cran ». Et venant d'elle, ça valait toutes les médailles. À partir de là, le paysage politique français ne fut plus tout à fait le même. Après le duel Cornu-Mélenchon, les oppositions comprirent qu'agiter des menaces sans les exécuter revenait à se tirer une balle dans le pied. Le théâtre des postures sans suite avait été exposé, démonté, tourné en dérision. Désormais, chaque provocation devait être suivie d'effets, sous peine de perdre toute crédibilité face à un chef du gouvernement capable de renvoyer la balle sans trembler. Mais surtout, et c'est là que le symbole devient révélateur, Emmanuel Macron, souvent critiqué pour ses paris politiques douteux, avait cette fois touché dans le mille. Le Cornu n'était pas qu'un bon gestionnaire de dossiers brûlants. C'était un joueur d'échecs dans l'arène, un stratège avec du nerf, du flair et un sens rare de la punchline politique. À Paris, dans les dîners feutrés où l'on décortique la République à la loupe, son coup des 7 mots devint mythe instantané. On le citait dans les masterclass, on le disséquait dans les think tanks, on le plaçait en vitrine dans les écoles de communication. Et peu à peu, il trouva sa place dans le club fermé des formules cultes de la Ve République, aux côtés du célèbre « Je vous ai compris » de De Gaulle, du piquant « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard, ou du brutal « Casse-toi, pauvre con » de Sarkozy. Pas mal pour une phrase d'une seule ligne. 12 mois plus tard, en ce mois de septembre 2026, le Cornu occupait encore les clés de Matignon. Sous Macron, c'était presque un exploit statistique. Aucun Premier ministre n'avait tenu aussi longtemps depuis l'ère Édouard Philippe. Lors d'une réception à l'Élysée célébrant cette étonnante longévité, un journaliste osa la question rituelle. « Monsieur le Premier ministre, quel est votre secret pour durer ?» Le Cornu esquissa un sourire. Fidèle à son style minimaliste, devenu marque de fabrique, il lâcha calmement. Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait. 9 mots cette fois. Un cran de plus que la fameuse réplique aux 7 mots. Avait-il évolué ou trop parlé? Les éditorialistes se jetèrent sur le débat comme des fauves. Pendant ce temps, dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon suivait l'interview à la télévision. Il eut un petit rictus, mélange d'ironie et, contre toute attente, d'un brin d'admiration. Son assistant, curieux, se risqua. « Monsieur Mélenchon, votre avis sur le Cornu maintenant qu'1 an a passé? » Le chef insoumis fixa l'écran un instant, puis déclara quelque chose que peu de gens auraient cru entendre de lui. « Cet homme, c'est sans doute l'adversaire le plus redoutable que j'ai affronté. Pas parce qu'il est un génie, ni un technocrate hors pair, ni même un stratège machiavélique. Non. Parce qu'il a compris un truc essentiel que moi, j'ai mis trop longtemps à accepter. En politique d'aujourd'hui, une vérité bien balancée vaut mieux qu'un millier de phrases bien tournées. Et ça, c'est une arme. » Et dans cette confession involontairement élogieuse se cachait peut-être la plus belle preuve de l'impact qu'avaient eu ces 7 mots, lancés un matin brumeux de septembre. Non seulement ils avaient maintenu un gouvernement debout, ils avaient aussi redéfini les codes du pouvoir. Dans les amphithéâtres des facultés de sciences politiques, il existe désormais un cas d'école incontournable, l'instant Le Cornu. Lorsqu'un cours aborde la stratégie de communication, les professeurs posent toujours cette question piégeuse à leurs étudiants. « Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait ce matin-là? » Les réponses fusent, discours étoffés, argumentaires bétonnés, plaidoyer de légitimité. Mais rares sont ceux qui proposent le silence tranchant. Et lorsque l'enseignant dévoile la véritable réplique du premier ministre, un silence pesant s'installe. Ce n'est pas un silence d'incompréhension, mais un déclic collectif. Celui qui marque l'instant précis où les étudiants saisissent que le pouvoir ne se joue pas toujours en mots nombreux, mais en mots justes. Il arrive que le vrai courage, ce ne soit pas de parler plus fort ou plus longtemps, mais de viser juste, d'un mot bien planté. Que la riposte la plus puissante ne soit pas une explication interminable, mais un « oui, allons-y ». Il suffit parfois de 7 mots taillés au scalpel pour faire vaciller une construction rhétorique de plusieurs milliers.
Ce matin-là, en septembre 2025, Sébastien Lecornu n'a pas juste répliqué à Mélenchon. Il a signé une nouvelle leçon dans le grand manuel de la politique contemporaine. Une page brève, mais gravée à l'encre indélébile. Alors, Mélenchon a-t-il tiré une vraie leçon de cet épisode? La réponse n'est ni un oui franc, ni un non catégorique. Il a peaufiné sa manière de communiquer, raccourci ses prises de parole, gagné en impact, oui. Mais il n'a jamais renoncé à ce qui fait battre le cœur de son style, l'éloquence foisonnante, la ferveur militante, l'art de construire, argument après argument, une vision politique. Au fond, ce n'est pas une question d'adaptation, mais de nature. Car entre lui et Lecornu, ce sont deux philosophies politiques qui s'affrontent, deux façons de penser le verbe et le pouvoir. Mélenchon voit dans la parole un moteur de soulèvement, une énergie qui embrase les foules, un flot qui emporte l'adhésion à force de conviction. Lecornu, lui, manie le mot comme un scalpel, sec, précis, qui tranche net. L'un construit des cathédrales de raisonnement, l'autre lance des éclairs. Et dans le vacarme d'une démocratie bousculée, les deux ont leur efficacité, leur moment. Mais ce jour-là, ce fameux matin de septembre 2025, au cœur de la tempête institutionnelle et du tumulte médiatique, c'est la formule éclaireuse de Lecornu qui a frappé juste, et fort. Ce n'était pas juste une manche gagnée entre deux figures du pouvoir, ce n'était pas seulement une passe d'armes verbale bien maîtrisée. Cette victoire de Lecornu a peut-être ouvert un nouveau chapitre dans le récit politique français. Un chapitre où la force d'un message ne se mesure plus à sa longueur, mais à son intensité. Où la clarté bat la complexité, où une poignée de mots si bien choisis peut faire vaciller un discours construit pendant des heures. Alors, la prochaine fois qu'un élu se perdra dans une tirade sans fin pour riposter à une critique, pensez à cette scène. Rappelez-vous qu'un matin, un Premier ministre a osé faire différemment, qu'il a brisé le moule avec une phrase lapidaire, qu'il a répondu à 3000 mots par seulement 7, et qu'il a emporté la partie. Ces mots étaient « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Et posez-vous la question, à combien de crises aurait-on pu couper court si nos dirigeants avaient eu le cran d'aller droit au but, sans détour, sans superflu? La réponse à cette simple interrogation pourrait bien écrire la suite de notre démocratie.